Dans le registre des crimes les plus systématiques que l'histoire moderne ait consignés, certains noms sont universellement connus: Auschwitz, Treblinka, Dachau. Ce sont des noms qui sont entrés dans le vocabulaire collectif de la mémoire, qui sont enseignés dans les écoles, qui apparaissent dans les films et les documentaires, qui servent de repères de l'horreur. Mais il existe un autre nom que presque personne ne mentionne, un camp qui, durant 14 mois, fonctionna comme une machine d'extermination d'une précision presque parfaite, qui engloutit entre 430 000 et 600 000 personnes, et dont sortirent vivants, au sens strict et le plus littéral du terme, exactement 2 individus. Ce camp s'appelle Belzec. La raison pour laquelle Belzec occupe une place si réduite dans la mémoire publique n'est pas un hasard. Elle résulte en partie de la volonté délibérée des nazis même qui l'exploitèrent et qui, conscients de l'ampleur de ce qu'ils avaient accompli, travaillèrent méthodiquement à effacer toute trace de son existence. Ils démantelèrent les installations, brûlèrent les archives, exhumèrent, puis incinérèrent les cadavres des fosses communes et transformèrent le terrain en exploitation agricole. Lorsque l'armée rouge arriva dans la région en juillet 1944, il ne subsistait plus qu'une étendue de terre remuée, quelques fragments d'ossements calcinés et le silence absolu qui succède à l'anéantissement. Mais ils ne purent effacer Rudolf Raeder. Raeder est une figure qui défie les statistiques d'une manière presque obscène. Dans un camp où la probabilité de survivre était si proche de 0 qu'elle en devenait pratiquement incalculable, cet homme de plus de 60 ans passa 3 mois au cœur des opérations d'extermination, fut témoin de la mort de dizaines de milliers de personnes, accomplit des travaux forcés consistant notamment à vider les chambres à gaz et à creuser des fosses communes, puis trouva une brève ouverture, un instant d'inattention d'un garde assoupi qui lui permit de disparaître dans les rues de Lwów en novembre 1942. Son témoignage, publié en 1946 sous le titre simple et dévastateur de Belzec, est aujourd'hui considéré comme le document de première main le plus important sur le fonctionnement interne de ce camp. Non parce qu'il est le seul, mais parce qu'il émane d'un homme qui s'y trouvait, qui vit le mécanisme fonctionner de l'intérieur, qui connaissait les noms des gardiens, la disposition des bâtiments et la procédure exacte suivie par chaque convoi depuis l'arrivée du train jusqu'à l'évacuation des chambres à gaz. Voici le récit de la manière dont Rudolf Raeder arriva à Belzec, de ce qu'il y découvrit, de la façon dont il survécut, dont il s'évada et de ce qu'il fit durant le reste de sa longue vie, de cette mémoire que nul autre au monde ne partageait. L'origine d'une machine. Pour comprendre ce que Rudolf Raeder découvrit à son arrivée à Belzec en août 1942, il est nécessaire de remonter quelques mois en arrière et de comprendre comment ce camp en était venu à exister et dans quel but il avait été construit avec une telle précision. La localité de Belzec est un petit village du sud-est de la Pologne, dans la région historique de Galicie, à environ 160 km au sud de Varsovie, le long d'une ligne ferroviaire reliant les principaux centres de population juive du gouvernement général polonais occupé. Cette proximité avec la voie ferrée, conjuguée à son éloignement des grands centres urbains, fut précisément ce qui le rendit attrayant aux yeux des planificateurs de l'extermination. L'histoire de ce lieu en tant qu'espace de violence nazie commença avant qu'il ne devint un camp d'extermination. En 1940, les Allemands y construisirent un camp de travail forcé destiné à renforcer les défenses orientales autour du fleuve Bug. À la fin de cette même année, le camp fut démantelé et le terrain sembla abandonné. Mais en octobre 1941, le SS-Brigadeführer Odilo Globoknik, chef des SS et de la police dans le district de Lublin et l'un des principaux exécutants opérationnels de la Shoah, choisit cet emplacement dans un but radicalement différent. Les ordres provenaient directement de Heinrich Himmler et leur portée était totale. Belzec devait devenir le premier camp d'extermination de l'opération Reinhard. L'opération Reinhard, dont le nom officiel fut adopté après la mort de Reinhard Heydrich lors d'un attentat en mai 1942, était le plan secret des SS visant à assassiner l'ensemble de la population juive du gouvernement général polonais, qui comptait alors environ 2 millions de personnes. L'opération prévoyait la construction de 3 camps d'extermination spécifiquement conçus à cette fin: Belzec, Sobibor et Treblinka. Il ne s'agissait ni de camps de concentration ni de camps de travail. C'étaient des installations industrielles de mise à mort, édifiées dans l'unique objectif de tuer le plus grand nombre possible de personnes dans le laps de temps le plus court.
La construction de Baužec commença officiellement le 1er novembre 1941 sous la supervision du SS Oberscharführer Józef Oberhauser. Des ouvriers civils polonais édifièrent les installations sous la surveillance des SS et de gardes auxiliaires ukrainiens formés au camp d'instruction de Trauniki. Le 15 décembre de cette même année, le SS Hauptsturmführer Christian Wirth, vétéran du programme d'euthanasie T4, ayant assisté et participé aux gazages expérimentaux de personnes atteintes de handicaps mentaux en Allemagne entre 1939 et 1941, fut nommé commandant du camp. Wirth apportait avec lui un savoir-faire technique spécifique. Il savait comment utiliser le monoxyde de carbone pour tuer de grands groupes de personnes dans des espaces clos et savait que le gaz, produit par les gaz d'échappement des moteurs automobiles, était plus efficace que le monoxyde de carbone en bouteille. La première phase du camp comportait 3 chambres à gaz installées dans une construction en bois. La conception était fonctionnelle et brutale. Un couloir central avec les chambres de part et d'autre, des conduites reliant le moteur extérieur à l'intérieur de chaque pièce et des portes pouvant être fermées hermétiquement. Wirth n'était pas ingénieur de formation, mais il possédait une remarquable capacité pratique à résoudre les problèmes techniques de l'extermination industrielle avec les moyens disponibles. Le résultat fut un système qui, dans sa première phase, était capable de tuer plusieurs milliers de personnes par jour. Afin de tester son efficacité avant l'ouverture officielle, les SS gazèrent en février 1942, dans ces mêmes chambres, les ouvriers juifs qui les avaient construites. L'essai fut jugé satisfaisant. Le 17 mars 1942, Baužec ouvrit officiellement comme centre d'extermination avec l'arrivée des premiers convois de déportés provenant du ghetto de Lublin et de Lwów. Au cours des premières semaines de fonctionnement, le camp tua environ 80 000 personnes. La logistique était simple et brutale. Les trains arrivaient avec entre 40 et 60 wagons de marchandises bondés de déportés ayant voyagé pendant des heures ou des jours dans des conditions d'entassement extrêmes, sans eau ni nourriture, dont beaucoup étaient déjà morts à leur arrivée. Une fois dans le camp, les survivants étaient détachés du reste du convoi par groupe de 20 wagons transportant plus de 2000 personnes, poussés vers les vestiaires, contraints de se déshabiller, dépouillés de leurs effets personnels puis conduits vers les chambres à gaz. Mais les 3 chambres en bois ne suffisaient pas. L'ambition des planificateurs dépassait les capacités existantes. Au milieu du mois de juin 1942, les déportations furent temporairement suspendues afin d'agrandir les installations. L'ancien bâtiment en bois fut démoli et remplacé par un nouvel édifice en briques et mortiers comportant 6 chambres à gaz capables d'accueillir simultanément jusqu'à 2000 personnes. Les opérations reprirent en juillet 1942. C'est dans ce nouveau bâtiment que Rudolf Raeder travailla pendant 3 mois. La structure physique du camp, telle que Raeder la décrivit dans son témoignage et telle que les recherches archéologiques ultérieures la confirmèrent, était divisée en 2 zones principales. Le camp 1 comprenait la gare ferroviaire, les entrepôts où étaient stockés les biens des victimes, les baraquements des travailleurs forcés juifs du Sonderkommando ainsi que les installations administratives. Le camp 2 comprenait le bâtiment des chambres à gaz, les fosses communes et la zone d'extermination proprement dite. Entre ces 2 secteurs s'étendait un passage étroit, dissimulé sous des branches et de la végétation, par lequel les victimes étaient conduites nues jusqu'aux chambres. Les gardes appelaient ce passage le tube. Le personnel du camp était peu nombreux mais suffisant pour remplir sa mission. Environ 20 membres allemands des SS et une centaine de gardes auxiliaires ukrainiens issus des bataillons de défense. La faiblesse numérique de ce personnel contraste de manière presque incompréhensible avec l'ampleur du massacre qu'il supervisait. Entre mars et juin 1942, durant la première phase avec les 3 chambres à gaz d'origine, Baužec tua environ 93 000 personnes. Au cours des mois suivants, avec les 6 nouvelles chambres et des procédures désormais parfaitement rodées, le rythme de l'extermination augmenta de façon spectaculaire. Le premier commandant, Christian Wirth, fut remplacé par Gottlieb Hering lorsque Wirth fut promu inspecteur de l'ensemble des camps de l'opération Reinhard. Selon le témoignage de Raeder, Hering était un homme qui apparaissait rarement dans le camp, mais qui, lorsqu'il s'y montrait, dégageait une autorité terrifiante.
Raeder le décrivit comme un homme d'âge mûr, au visage brutal et violent, de forte corpulence qui maintenait soldats et gardes dans un état permanent de crainte. La seule fois où Raeder le vit dans le camp, le moteur qui acheminait les gaz vers les chambres était tombé en panne alors que celle-ci était remplie de victimes. Quelqu'un demanda au commandant s'il convenait de libérer temporairement les prisonniers pendant la réparation du moteur. Hering répondit qu'il fallait les laisser s'asphyxier, les faire souffrir pendant des heures et réparer le moteur le plus rapidement possible. Rudolf Raeder avant Baužek et l'arrivée au camp. Rudolf Raeder naquit le 4 avril 1881 à Debicka, une ville de la Galicie austro-hongroise qui appartenait alors à l'empire des Habsbourg. Il était le fils de Hermann et de Frederica Raeder, née Jortner. La famille était juive et faisait partie de la vaste communauté juive de Galicie, plusieurs fois séculaire, qui avait prospéré durant des siècles dans cette région d'Europe centrale en développant une culture propre mêlant le yiddish, l'hébreu, le polonais et l'allemand dans une synthèse unique. Vers 1910, Raeder s'installa à Lwów, la ville la plus importante de la Galicie orientale, connue également sous ses noms allemands de Lemberg et ukrainien de Lviv, une métropole multiculturelle où cohabitaient polonais, ukrainiens, juifs, arméniens et allemands dans une coexistence tendue mais fonctionnelle. Il y fonda une fabrique de savon, ou reprit peut-être une activité qu'il avait déjà commencée avant d'émigrer temporairement aux États-Unis entre 1910 et 1919. Les archives historiques ne sont pas entièrement claires sur cette période, mais il est certain qu'au cours des années 1930, Raeder était un fabricant de savon établi à Lwów, possédant son propre atelier au 7 de la rue Pańska, où il résidait également. Il épousa Fejge Felsenfeld, originaire de Sokołów Małopolski. Ils eurent 3 enfants. Boruk Rubin, également connu sous le nom de Bronisław, Frida, appelée aussi Zofia, et Maria, la cadette. La famille menait l'existence ordinaire de la bourgeoisie juive de Galicie. Travail, commerce, éducation et vie communautaire, avec en toile de fond l'antisémitisme polonais et européen, toujours présent mais encore éloigné du danger immédiat qui devait suivre. L'histoire qui bouleversa cette existence commença le 1er septembre 1939 avec l'invasion allemande de la Pologne. Lwów ne tomba toutefois pas immédiatement sous le contrôle nazi. La ville fut occupée par l'Union soviétique à la suite du pacte Molotov-Ribbentrop qui partageait la Pologne entre les deux puissances. Pendant près de 2 ans, Lwów vécut sous le régime soviétique, avec son lot de violence et de déportation, mais sans le programme d'extermination que les nazis appliquaient dans la partie occidentale de la Pologne. Tout changea le 22 juin 1941, lorsque l'Allemagne lança l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique. Les troupes allemandes entrèrent dans Lwów le 30 juin 1941. Ce qui suivit dans les jours immédiats fut un pogrom. Les groupes d'Ukrainiens locaux, avec la complicité active des SS, attaquèrent les quartiers juifs et assassinèrent des milliers de personnes dans les rues. Les troupes allemandes et les Einsatzgruppen, les unités mobiles de mise à mort, exécutèrent plusieurs milliers d'autres victimes. En novembre 1941, les autorités d'occupation établirent officiellement un ghetto dans le quartier septentrional de Zamarstinov où elles concentrèrent de force entre 110 000 et 120 000 juifs dans des conditions de surpopulation, de faim et de violence systématique. C'est dans ce contexte que Rudolf Raeder perdit sa famille. Les circonstances exactes de la mort de chacun de ses proches demeurent fragmentaires et incertaines. Sa première épouse, Fejge, ainsi que son fils Bronisław périrent pendant la Shoah, Bronisław ayant très probablement été assassiné dans le camp même de Baužek, comme l'établit l'historien polonais Dariusz Libionka, peut-être quelques jours seulement avant que son père n'y fût déporté à son tour. Le destin de ses filles demeure plus obscur. Certaines sources indiquent que l'aînée mourut avec son mari, Leonard Schenker, dans des circonstances qui ne sont pas entièrement élucidées. La plus jeune, Maria, disparut des archives historiques sans laisser de traces. Raeder survécut d'abord dans le ghetto de Lwów grâce à son métier. Les autorités nazies entretenaient une politique ambivalente à l'égard des travailleurs juifs possédant des compétences utiles à l'effort de guerre. Elles les tuaient, malgré tout, mais parfois dans un ordre différent. Raeder,
En tant que fabricant de savon et technicien connaissant les chaudières et les fours industriels, présentait une certaine utilité. Mais la logique de l'extermination finit inévitablement par le rattraper. Le 10 août 1942, aux premières heures du matin, Raeder se trouvait dans son atelier. Il savait que les rafles étaient fréquentes. Il savait que des trains quittaient régulièrement la ville vers une destination que les habitants du ghetto soupçonnaient sans vouloir la nommer explicitement. Ce jour-là, il ne possédait pas le permis de travail requis. Il verrouilla donc la porte et ne répondit pas lorsque les agents de la Gestapo frappèrent. Ils frappèrent plus fort, puis ils enfoncèrent la porte. Ils le trouvèrent caché, le battirent à coups de fouet et le traînèrent jusqu'à un tramway bondé de personnes si serrées qu'aucune ne pouvait bouger. Le tramway les conduisit au camp de police de Janowska, principal centre de rassemblement pour les déportations depuis Lwów. Il y demeura avec des centaines d'autres personnes jusqu'à 6 heures du matin le lendemain. À cette heure-là, ils furent alignés par rang de 4, entourés par des SS et des policiers ukrainiens, puis contraints de marcher jusqu'à la gare de Kleparov. Devant les quais attendaient 50 wagons de marchandises. Les portes étaient ouvertes. De chaque côté de chacune d'elles se tenait un agent de la Gestapo. On les poussa à l'intérieur. Raeder avait 61 ans. Le train partit vers le sud. Ce qu'il raconte de ce voyage concorde avec les témoignages d'autres déportations documentées depuis les ghettos de cette région à la même époque. Les wagons étaient les mêmes que ceux utilisés pour le transport de marchandises, en bois, dépourvus d'une ventilation suffisante, avec une petite ouverture dans leur partie supérieure qui, sous la chaleur du mois d'août, ne fournissait pas assez d'air aux dizaines de personnes entassées à l'intérieur. La soif devenait rapidement une agonie. Certaines personnes mouraient pendant le trajet et leur corps restait debout parmi les autres, faute d'espace pour tomber. Ceux qui arrivaient vivants atteignaient leur destination dans un état d'épuisement, de déshydratation et de terreur qui les rendait encore moins capables de comprendre ce qui les attendait. Le voyage dura plusieurs heures. Les wagons n'étaient pas ventilés. La chaleur du mois d'août, dans cet espace hermétiquement clos, était insupportable. Il n'y avait pas d'eau. Certaines personnes moururent pendant le trajet. Celles qui survécurent arrivèrent à destination dans un état d'épuisement extrême et de profonde désorientation. La gare de Bełżec était une installation modeste située le long de la voie principale, entourée de forêts de pins. Rien, à l'extérieur du camp, ne laissait deviner ce qui s'y déroulait. L'arrivée de Raeder coïncida avec la seconde phase des opérations, lorsque le nouveau bâtiment en briques doté de 6 chambres à gaz fonctionnait déjà depuis juillet 1942. C'est durant cette période que les convois atteignirent leur volume maximal. En octobre de cette année-là, les trains arrivaient avec 60 wagons ou davantage et le camp recevait des milliers de personnes chaque jour. Le processus d'extermination décrit par Raeder dans son témoignage de 1946 possède une précision clinique profondément troublante. Les déportés étaient informés qu'il s'agissait d'un camp de transit. On leur disait qu'ils devaient se doucher et être désinfectés avant de poursuivre leur voyage. On leur ordonnait de remettre leurs objets de valeur et de séparer les hommes des femmes. Les effets personnels étaient collectés, répertoriés et expédiés en Allemagne. Les cheveux des femmes étaient coupés. Puis on les obligeait à courir nus, sous les cris et les coups des gardes, vers le tube, le passage bordé d'arbres qui conduisait au bâtiment des chambres à gaz. Les hommes passaient les premiers, poussés à coups de baïonnettes pendant leur course. Les gardes auxiliaires ukrainiens, que Raeder appelait Askar dans son témoignage, comptaient les prisonniers en les faisant entrer dans les chambres, 750 personnes par chambre. Comme le nouveau bâtiment en comptait 6, leur remplissage prenait du temps. Lorsque les portes de la dernière chambre étaient enfin fermées, les personnes enfermées dans la première y étaient déjà restées 2 heures, debout, incapables de bouger, plongées dans l'obscurité la plus totale. Les portes étaient hermétiquement closes. Le moteur diesel produisant le monoxyde de carbone injecté à l'intérieur était alors mis en marche. Raeder décrivit ce qu'il entendait depuis l'extérieur, d'abord des cris, puis des hurlements, des voix en polonais et en yiddish implorant de l'aide, les pleurs des enfants qui se fondaient progressivement en un seul et long son de désespoir. Le moteur fonctionnait pendant 20 minutes. Ensuite venait le silence absolu. Les portes extérieures des chambres, qui donnaient sur les fosses communes, étaient ouvertes. Les askars les ouvraient. C'est alors que commençait le travail du Sonderkommando, l'unité de travail forcée juive à laquelle appartenait Rudolf Raeder.
La tâche du Sonderkommando consistait à retirer les cadavres des chambres et à les transporter jusqu'aux fosses. Les corps, dans l'état où les laissait le gazage, demeuraient souvent agrippés les uns aux autres, encore debout, tant la densité à l'intérieur des chambres ne leur avait laissé aucun espace pour s'effondrer. Les travailleurs les extrayaient, les traînaient ou les portaient jusqu'au bord des fosses avant de les y jeter. Ils inspectaient les cadavres à la recherche d'or dentaire qui étaient arrachés sur le champ. Ce travail se poursuivait sans interruption de l'aube au crépuscule, 7 jours sur 7, tant que les trains continuaient d'arriver. Ce qui permit à Raeder de survivre plus longtemps que les autres prisonniers du Sonderkommando fut son métier. Il était technicien spécialisé dans les chaudières et les fours industriels, et le camp avait besoin de quelqu'un capable d'assurer le fonctionnement du moteur alimentant les gazages ainsi que des installations auxiliaires. Les autres membres des équipes de travail étaient systématiquement assassinés tous les quelques jours ou toutes les quelques semaines, puis remplacés par de nouveaux prisonniers arrivés dans les convois. Raeder, lui, ne le fut pas. Son utilité technique lui assurait une existence précaire mais relativement prolongée. Dans son témoignage, il décrit la vie quotidienne à l'intérieur du camp avec une minutie à la fois nécessaire et insoutenable. Les travailleurs dormaient dans un baraquement du camp 1. Ils recevaient une maigre ration de pain et une soupe claire. Ils étaient surveillés en permanence par les gardes ukrainiens et les SS. Les passages à tabac étaient fréquents et imprévisibles. Quelqu'un pouvait être fouetté ou fusillé à tout moment sans raison apparente, comme simple démonstration d'autorité ou de brutalité. L'espace séparant les baraquements de la zone d'extermination était délimité par une clôture, mais les sons parvenaient distinctement. Les cris accompagnant l'arrivée des trains, le bruit du moteur, puis le silence qui suivait. Raeder observa tout cela avec une capacité d'attention qui, dans de telles circonstances, demeure extraordinaire. Il mémorisa les noms des gardes, les procédures et l'organisation du camp. Il ne le faisait pas consciemment comme un acte de résistance documentaire, mais parce que son esprit, soumis à l'horreur quotidienne, continuait à fonctionner et à enregistrer les faits. Des années plus tard, lorsqu'il fut appelé à témoigner devant les commissions d'enquête, il fut capable de fournir des noms, des descriptions physiques, des habitudes et des détails du type de ceux qui transforment un témoignage en preuve judiciaire. L'intérieur de la machine. Au cours des 3 mois qu'il passa à Baužek, Rudolf Raeder fut témoin de l'extermination de dizaines de milliers de personnes. Il estimait lui-même que, durant cette période, davantage de convois arrivèrent au camp qu'à tout autre moment de son existence, ce qui correspondait statistiquement au fait que l'automne 1942 constitua la phase d'intensité maximale des déportations dans le cadre de l'opération Reinhard. Les trains arrivaient avec une régularité mécanique. Chacun transportait entre 2000 et 3000 personnes. Certains jours, plusieurs convois se succédaient. Les passagers venaient des ghettos de Lwów, Cracovie, Lublin, Radom, ainsi que de villes et de villages de toute la Galicie polonaise et du gouvernement général. Beaucoup étaient des vieillards, des femmes et des enfants. Nombre d'entre eux voyageaient avec des valises, emportant les quelques effets personnels qu'on les avait autorisés à conserver, persuadés qu'ils étaient conduits vers une forme quelconque de camp de travail ou de réinstallation. Cette mécanique de la désorientation était délibérée. Chaque élément du processus avait été conçu pour empêcher toute résistance. Les panneaux affichés dans les vestiaires indiquaient en plusieurs langues qu'il était nécessaire de se doucher avant de poursuivre le voyage. Les gardes parlaient de désinfection. Le déroulement des opérations était suffisamment rapide pour que personne ne puisse analyser calmement ce qui se passait. Au moment où la plupart des victimes comprenaient que la réalité était radicalement différente de ce qu'on leur avait annoncé, elles étaient déjà nues, dépouillées de leurs biens et dirigées vers le tube. Raeder décrivit en détail le bâtiment des chambres à gaz tel qu'il existait lorsqu'il arriva, c'est-à-dire le second édifice, construit en briques. Un escalier conduisait à un couloir entièrement vide, dépourvu d'éclairage, aux murs de ciment et d'environ 1,50 m de largeur. De chaque côté de ce couloir s'ouvraient les portes des 6 chambres. Celles-ci ne possédaient aucune fenêtre. Les murs, comme le sol, étaient en ciment. Le plafond ne dépassait pas 2 mètres de hauteur. L'ensemble constituait un espace géométriquement simple, d'une fonctionnalité absolue dépourvue de tout élément superflu. Le moteur produisant le monoxyde de carbone se trouvait dans une salle séparée, attenante au bâtiment.
Il s'agissait d'un gros moteur diesel de voiture ou de camion dont les gaz d'échappement étaient acheminés vers l'intérieur des chambres au moyen de conduites hermétiques. Le dispositif était rudimentaire sur le plan technologique, mais suffisamment efficace. Lorsqu'il fonctionnait correctement, la mort survenait en 20 minutes. Lorsqu'il tombait en panne, comme ce fut le cas à l'occasion dont Rader fut témoin, les personnes enfermées mouraient plus lentement, pendant des heures, tandis que les gardes attendaient la réparation du moteur. Le traitement des cadavres constitua dès le départ l'un des problèmes les plus difficiles pour les responsables du camp. Beoujek ne possédait pas de crématoire. Les premiers milliers de victimes furent ensevelies dans des fosses communes creusées dans le camp 2. Mais l'ampleur de l'extermination dépassa rapidement la capacité de ces fosses. Les gaz de décomposition faisaient gonfler la terre, et le mélange des eaux souterraines avec les processus de putréfaction engendrait des problèmes sanitaires et des odeurs qui s'étendaient au-delà du périmètre du camp. En octobre 1942, Globoknik ordonna le lancement d'une vaste opération d'exhumation. Celle-ci faisait partie de la prétendue Opération 1005, programme général des SS destiné à effacer les preuves des massacres de masse dans toute l'Europe orientale occupée. Des équipes de travailleurs juifs soumis au travail forcé commencèrent à exhumer les fosses communes et à incinérer les restes sur des bûchers aménagés à l'aide de rails de chemin de fer. L'ampleur de cette opération, menée alors même que le camp continuait à recevoir des convois et à tuer des êtres humains, est difficile à décrire. Rader en fut le témoin. Il l'intégra à son témoignage. Le nombre total des victimes de Beoujek fait encore l'objet d'estimations variables, reflet de la volonté délibérée des nazis de détruire les archives. Raoul Hilberg, l'historien de la Shoah le plus rigoureux en matière de documentation, évaluait le nombre de morts à environ 450 000. L'encyclopédie de la Shoah de Yad Vashem avance des chiffres pouvant atteindre 600 000. Le United States Holocaust Memorial Museum estime quant à lui qu'entre 430 500 et 500 000 personnes y furent assassinées. Dans tous les cas, Beoujek est le troisième camp d'extermination nazi par le nombre de victimes, derrière Auschwitz-Birkenau et Treblinka. Tout cela se produisit en 14 mois dans un camp d'un peu plus de 7 hectares, exploité par à peine plus d'une centaine d'hommes. Un détail du témoignage de Rader n'est évoqué qu'incidemment, mais il résume avec une force troublante la distance entre la violence et la prétention à l'ordre qui caractérisait Beoujek. Le camp possédait un orchestre. Un petit groupe de prisonniers juifs jouait de la musique pendant les opérations d'extermination. Rader écrivit « Je me souviens de la terreur, du désespoir, des cris et des hurlements atroces mêlés aux notes de l'orchestre. La musique servait à couvrir les bruits, à créer une illusion de normalité dans la gare, à empêcher les nouveaux arrivants de comprendre trop rapidement ce qui se passait. Elle servait aussi, probablement, aux auteurs des crimes eux-mêmes, qui opéraient au cœur d'une machine de mort et avaient besoin d'un cadre perceptif les éloignant psychologiquement de leurs actes. Cette association de la musique et du meurtre de masse n'était pas propre à Beoujek. Plusieurs camps de concentration et d'extermination nazis maintinrent des orchestres de prisonniers à des fins similaires ou simplement pour divertir les gardes. Mais dans le contexte particulier de Beoujek, où presque aucune autre voix ne survécut pour la décrire, l'image transmise par Rader revêt une portée singulière. C'est la seule image dont nous disposions. La période que Rader passa dans le camp coïncida également avec le moment où les procédures d'extermination atteignirent leur plus haut degré d'efficacité. Dans son témoignage, il indique que le processus complet, depuis l'arrivée du train jusqu'au vidage des chambres et à l'évacuation des cadavres, se raccourcit progressivement à mesure que les auteurs des crimes accumulaient de l'expérience. Au début, il durait entre 3 et 4 heures. Par la suite, ils le réduisirent à 60 ou 90 minutes. C'était la logique de l'optimisation industrielle appliquée à l'extermination des êtres humains. Les travailleurs du Sonderkommando, dont Rader faisait partie, accomplissaient cette tâche en sachant que leur propre vie avait une échéance programmée. Le système des camps d'extermination de l'opération Reinhard prévoyait l'élimination périodique des équipes de travail et leur remplacement par de nouveaux prisonniers issus des convois. La raison en était simple. Ils étaient des témoins. Moins il resterait de témoins vivants, plus il serait facile d'effacer les preuves de ce qui s'était passé. Rader survécut plus longtemps que presque tous les autres, non grâce à un acte héroïque de résistance,
Mais en raison de la combinaison de son utilité technique particulière, d'une part de hasard et d'une détermination silencieuse à ne pas mourir, qu'il ne décrivit jamais lui-même en termes grandiloquents. Dans son témoignage, il décrit la vie du camp avec une sobriété presque bureaucratique, comme si l'enregistrement précis des faits constituait le seul moyen de préserver le fonctionnement de son esprit. Nous accomplissions mécaniquement tous les gestes de cette vie horrible tandis que l'orchestre continuait à jouer. Cette phrase saisit quelque chose d'essentiel dans la psychologie de la survie en conditions extrêmes. La dissociation entre le corps qui continue à fonctionner et l'esprit qui suspend certains processus afin de le lui permettre. Les études ultérieures consacrées aux survivants de la Shoah documentèrent largement ce mécanisme, que les psychologues qualifient de dépersonnalisation fonctionnelle, la capacité de poursuivre des actions physiques tout en se détachant émotionnellement de leur contenu. Il ne s'agit ni de lâcheté ni de collaboration au sens moral ordinaire du terme. C'est un mécanisme de survie qui agit en deçà du niveau des décisions conscientes. L'occasion se présenta à la fin du mois de novembre 1942 de la manière la plus inattendue et la plus prosaïque qui soit, parce que le camp avait besoin de tôles métalliques. Fritz Giermann était l'un des SS affectés à Bauschek et chargé de superviser certains travailleurs du Sonderkommando. Il devait se procurer des matériaux de construction à Lwów et décida d'emmener avec lui Raeder, dont les compétences techniques pouvaient se révéler utiles pour cet achat. Une telle pratique n'était pas entièrement exceptionnelle. Il arrivait que des prisonniers possédant des aptitudes particulières soient temporairement conduits hors du camp pour effectuer des tâches utilitaires, toujours sous surveillance armée. Le groupe qui se rendit à Lwów ce jour-là se composait de 5 membres du personnel allemand et de Raeder. On le conduisit en ville afin d'acheter des tôles métalliques. C'était la première fois qu'il foulait un sol extérieur au camp depuis sa déportation 3 mois auparavant. Ce dut être un choc sensoriel considérable. Le bruit de la ville, les rues, les bâtiments, la présence de civils marchant avec une apparente normalité sur les trottoirs tandis que lui-même se tenait sous la garde d'hommes armés. L'occasion de s'évader survint pendant une attente. Selon le récit qu'il fit par la suite, le garde chargé directement de sa surveillance, un homme nommé Karol Trautwein, s'endormit ou détourna simplement son attention pendant un laps de temps suffisant. Raeder profita de cet instant pour s'éclipser du camion où il patientait. Il n'avait préparé aucune évasion des jours à l'avance. Aucun réseau ne l'attendait et aucun itinéraire de fuite n'avait été prévu. Il agit dans l'unique seconde qui s'offrait à lui. Une fois dans les rues de Lwów, il devait disparaître avant que Trautwein ne se réveillât ou que les autres gardes ne remarquassent son absence. Sa connaissance de la ville constituait son seul atout. Il savait où se rendre, chez une femme ukrainienne qui avait travaillé pour lui dans sa fabrique de savon avant la guerre. Elle s'appelait Zofia Schmidt. Le fait que Raeder se dirigeât immédiatement vers Zofia Schmidt révèle quelque chose de la nature des relations qu'il entretenait avec ses employés avant la guerre. Il ne s'agissait pas de simples rapports professionnels de convenance, mais de liens de confiance suffisamment solides pour qu'au moment du plus grand danger imaginable, Raeder sut qu'il pouvait frapper à la porte de cette femme et lui demander secours. Zofia Schmidt l'accueillit. Elle le cacha dans sa maison. Commença alors une nouvelle période de survie, différente de la première mais tout aussi précaire. Raeder vécut dissimulé à Lwów, dépendant de Schmidt pour sa subsistance et sa sécurité, tandis que la ville demeurait sous occupation allemande et que les opérations de traque et de liquidation du ghetto se poursuivaient. Il resta caché jusqu'en juillet 1944, lorsque l'armée rouge libéra Lwów. La période passée à Bauschek avait duré 3 mois. Celle passée dans la clandestinité à Lwów dura près de 2 ans. Pendant ce temps, les nazis continuèrent à faire fonctionner le camp. En décembre 1942, les déportations vers Bauschek cessèrent parce que la majeure partie de la population juive du gouvernement général avait déjà été exterminée. En mai 1943, Bauschek devint le premier camp de l'opération Reinhard à être officiellement démantelé. Les installations furent détruites, les documents brûlés, les restes exhumés puis incinérés, et le terrain fut transformé en exploitation agricole. En juin 1943, les derniers travailleurs juifs ayant été détenus dans le camp furent fusillés sur place à Bauschek ou déportés à Sobibor pour y être gazés. Lorsque l'armée rouge arriva sur les lieux en juillet 1944,
Elle ne trouva pas une seule personne encore en vie ayant été détenue à l'intérieur du camp durant son fonctionnement. Le second survivant est son destin. Le récit de Rudolf Raeder ne peut être pleinement raconté sans évoquer la seule autre personne ayant survécu à Belzec et laissé un témoignage, Chaim Hirschman. Hirschman naquit le 24 octobre 1912 à Janów-Lubelski et travailla comme mécanicien avant la guerre. En septembre 1942, lui, son épouse et leur fils âgé de 6 mois furent déportés à Belzec. Sa femme et son enfant furent assassinés dès leur arrivée. Hirschman fut sélectionné pour travailler comme raider au sein du commando de travail forcé du camp, bien que son activité se déroulât à une étape différente. Il fut affecté à l'équipe chargée du démantèlement du camp dans le cadre de l'opération 1005, le programme destiné à faire disparaître les preuves des crimes. En juin 1943, il fut placé dans un train à destination de Sobibor, mais réussit à s'évader du convoi avec un autre prisonnier nommé Silko Herk et rejoignit des groupes de partisans dans les forêts proches de Janów-Lubelski. Après la libération, Hirschman entra dans la nouvelle milice communiste de la Pologne stalinienne d'après-guerre et travailla pour les services de sécurité, une institution responsable de la répression politique, de la torture et des déportations massives des opposants au régime. Cette circonstance compliqua moralement la réception ultérieure de son témoignage, bien que son expérience à Belzec constitua objectivement une preuve historique de première importance. Le 19 mars 1946, Hirschman se présenta devant la commission historique juive régionale de Lublin afin de témoigner de ce qu'il avait vécu à Belzec. Il ne put achever que la première partie de sa déposition. Le soir même, il fut tué d'une balle dans son propre appartement par des membres des Narodowe Siły Zbrojne, les Forces armées nationales, une organisation clandestine polonaise anticommuniste. Hirschman emporta avec lui l'essentiel de son histoire dans la tombe. Sa seconde épouse, Paula, témoigna par la suite de ce qu'il lui avait raconté au sujet de son expérience, mais ce témoignage indirect ne pouvait être assimilé à une déclaration de première main. La mort de Hirschman fit de Raeder l'unique témoin direct encore vivant de l'intérieur de Belzec capable de parler. Il convient également de signaler l'existence d'autres personnes qui survécurent brièvement à Belzec, mais dans des circonstances sensiblement différentes de celles de Raeder et de Hirschman. Les noms d'environ 8 individus ayant réussi à s'évader du camp à divers moments sont connus, parmi lesquels plusieurs femmes qui parvinrent à fuir dans les heures suivant immédiatement leur arrivée avant d'être conduites vers les chambres à gaz. Aucun de ces survivants ne laissa toutefois un témoignage comparable à celui de Raeder par son ampleur et sa précision. Certains moururent avant ou pendant le processus de leur déposition, d'autres ne livrèrent que des fragments. L'ampleur absolue de l'anomalie statistique que représente la survie de Raeder ne se comprend pleinement qu'à la lumière du chiffre global. Entre 430 000 et 600 000 personnes entrèrent à Belzec. Parmi elles, celles qui survécurent au sens strict permettant réellement d'employer ce terme furent 2. La probabilité de survie à Belzec était inférieure à celle de tout autre camp du système nazi, y compris Treblinka et Sobibor. Rudolf Raeder fut libéré à Lwów en juillet 1944. Peu après la libération, il fut interrogé par les enquêteurs de l'Armée rouge, qui recueillirent ses premières déclarations sur ce qui s'était déroulé à Belzec. Ces dépositions firent partie des premières enquêtes soviétiques relatives aux crimes de guerre nazis commis dans les territoires orientaux. En 1945, Raeder s'installa à Cracovie. La Pologne traversait alors une période de réorganisation sous supervision soviétique, tout en connaissant une vague de violence anticommuniste et antisémite qui rendait dangereuse toute tentative de reconstruction pour de nombreux survivants juifs. À Cracovie, Raeder entra en contact avec la Commission historique juive centrale, organisation créée sous l'égide du Comité central des Juifs de Pologne, afin de recueillir et préserver les témoignages des survivants ainsi que les documents historiques relatifs à l'extermination. En collaboration avec Nella Rost, membre de cette commission et collaboratrice éditoriale, Raeder rédigea son témoignage tout au long de l'année 1945 et durant une partie de l'année 1946. L'ouvrage fut publié en janvier 1946 à Cracovie par le Comité central des Juifs de Pologne sous le titre sobre et précis de Belzec. Il comptait 74 pages. Ce même mois de janvier, Raeder déposa également une déclaration officielle devant la commission principale d'enquête sur les crimes allemands,
qui constituait le cadre judiciaire polonais chargé des poursuites relatives aux crimes de guerre nazis. Le livre Bełżec de Rudolf Raeder est aujourd'hui considéré comme le témoignage de première main le plus important sur ce camp. Non seulement parce qu'il est le plus complet et le plus détaillé, mais aussi parce que son auteur était l'unique survivant ayant été présent pendant la période d'activité du camp, ayant vu le mécanisme fonctionner de l'intérieur et ayant vécu assez longtemps pour en parler. Les historiens qui étudièrent ultérieurement Bełżec, parmi lesquels Yitzhak Arad, Robin O'Neill et Michael Tregenza, utilisèrent le témoignage de Raeder comme source primaire fondamentale pour reconstituer l'histoire du camp. La valeur de ce témoignage ne réside pas seulement dans son récit de l'horreur, mais dans les informations précises qu'il contient, noms des officiers et des gardes, description des procédures opérationnelles, disposition matérielle des installations, calendrier des convois et estimation du nombre quotidien de victimes. Ces renseignements permirent ensuite d'identifier et de localiser le terrain du camp lors des fouilles archéologiques, lesquelles confirmèrent de manière indépendante les affirmations de Raeder concernant l'emplacement des fosses communes. En 1949, Raeder changea son nom pour celui de Roman Robak. En 1950, il émigra en Israël. En 1953, il s'installa au Canada avec sa seconde épouse et établit sa résidence à Toronto. En 1960, il fut appelé à témoigner devant le parquet de Munich dans le cadre des enquêtes judiciaires allemandes préparatoires au procès de Bełżec contre 8 anciens membres des SS ayant servi dans le camp. Sa déposition fut intégrée au dossier du procès dit de Bełżec, qui se tint à Munich en 1965. Ce procès s'acheva par la condamnation de Joseph Oberhauser, ancien commandant adjoint du camp, à 4 ans et demi de prison. Les autres accusés furent acquittés faute de preuves suffisantes, un résultat que les historiens et les survivants jugèrent profondément insatisfaisant au regard de ce qui était connu des activités du camp. Rudolf Raeder, désormais connu sous le nom de Roman Robak, mourut à Toronto le 6 octobre 1977. Il avait 96 ans. Né dans l'Empire austro-hongrois, ayant vécu sous les régimes polonais, soviétiques et nazis, il avait survécu au camp d'extermination dont le taux de mortalité fut le plus élevé de l'histoire avant de s'éteindre paisiblement au Canada, plusieurs décennies après que les hommes ayant dirigé ce camp eurent reçu des peines dérisoires ou n'eussent subi aucune condamnation. Ce que le camp ne pouvait pas effacer. Le paradoxe fondamental de l'histoire de Bełżec réside dans le fait que ce camp fut conçu non seulement pour tuer, mais aussi pour ne laisser aucune trace de ses crimes. L'opération 1005, le programme d'exhumation et de crémation massive des cadavres, constituait explicitement une entreprise destinée à effacer les preuves. Les nazis savaient que les actes qu'ils commettaient étaient d'une telle ampleur criminelle que, si des éléments matériels et documentaires en subsistaient, des poursuites judiciaires deviendraient inévitables. Le camp fut démantelé, le sol retourné, les cendres dispersées ou enfouies, les archives brûlées. Lorsque l'armée rouge arriva en juillet 1944, elle ne trouva ni installation visible ni documentation. Les enquêteurs soviétiques, puis les enquêteurs polonais, durent d'abord travailler à partir de témoignages, parmi lesquels figuraient les premières déclarations de Raeder recueillies quelques semaines après la libération. Sans le témoignage de Raeder, il est possible que l'emplacement exact et l'ampleur des activités de Bełżec fussent demeurés obscurs pendant des décennies. Non pas que l'existence du camp eût été ignorée, mais les preuves matérielles indispensables aux procédures judiciaires auraient été infiniment plus difficiles à réunir. Grâce au degré de précision de son récit concernant la configuration des lieux et l'emplacement des fosses communes, les investigations ultérieures purent s'appuyer sur des bases solides. Les fouilles archéologiques menées sur le site de Bełżec entre 1997 et 1998 sous la direction de l'archéologue polonais Andrzej Kola confirmèrent de manière indépendante les principaux éléments du témoignage de Raeder. 33 fosses communes furent identifiées sur une superficie de 5 hectares et demi. Les analyses indiquèrent que ces fosses contenaient les restes d'au moins plusieurs centaines de milliers de personnes. Des fragments d'objets personnels, des pièces de monnaie et des éléments de vêtements furent également découverts, corroborant la nature des opérations et leur période d'activité. Le mémorial qui se dresse aujourd'hui sur le site de Bełżec fut inauguré en 2004.
Il s'agit d'une structure monumentale couvrant la majeure partie de l'espace où se trouvaient les fosses communes. Sa conception évoque un paysage artificiellement bouleversé, rappelant le terrain remué lors des exhumations, parcouru de profondes fissures et dominé en son centre par une vaste tombe symbolique. Les noms des communautés juives anéanties dans le camp sont gravés sur les murs de pierre qui bordent l'ensemble. Le site accueille aujourd'hui des visiteurs, bien qu'en nombre inférieur à ceux d'Auschwitz-Birkenau. Cette différence s'explique en partie par la place beaucoup plus importante qu'occupe Auschwitz dans la conscience publique mondiale, et en partie par le fait que Bełżec, situé dans une région rurale du sud-est de la Pologne, est moins facilement accessible. Mais elle reflète également une réalité plus difficile à exprimer. L'absence de survivants dont les récits auraient pénétré la culture populaire à grande échelle. L'histoire d'Auschwitz est portée par les témoignages d'Elie Wiesel, de Primo Levi, de Viktor Frankl et de dizaines d'autres auteurs dont les ouvrages furent largement lus et traduits. Celle de Bełżec repose essentiellement sur le témoignage de Rudolf Raeder, un homme qui rédigea en 1946 un livre de 74 pages qui ne fut rendu accessible au public anglophone que plusieurs décennies plus tard. L'ouvrage fut initialement publié uniquement en polonais. Une traduction en hébreu parut relativement rapidement, mais sa diffusion dans le monde anglophone demeura tardive. La traduction anglaise réalisée par George Salinger à partir de la version hébraïque fut publiée pour la première fois à grande échelle dans le volume préparé par Mark Forstater, intitulé « I Survived a Secret Nazi Extermination Camp » paru en 2007. Ce décalage de plus de 60 ans entre la publication originale et son accessibilité en anglais explique en partie pourquoi Raeder et Bełżec restent moins connus en dehors des cercles spécialisés dans l'histoire de la Shoah. Rudolf Raeder vécut 45 années après sa libération. Il s'agit d'une durée extraordinairement longue pour un homme portant un tel fardeau. Les études psychologiques consacrées aux survivants de la Shoah à partir des années 1960, puis approfondies lors de la seconde génération de recherche dans les années 1980 et 1990, documentèrent abondamment les effets à long terme du traumatisme chez des personnes ayant vécu des expériences comparables à celles de Raeder. Mais lorsque celui-ci retrouva la vie civile en 1944, il ne disposait d'aucun de ces cadres conceptuels. La psychologie du traumatisme telle qu'on la connaît aujourd'hui était alors pratiquement inexistante. Ce qu'il possédait, c'était son témoignage. Dans les années qui suivirent immédiatement la guerre, l'élan consistant à témoigner fut presque universel parmi les survivants de la Shoah qui en avaient la possibilité. Les commissions historiques juives créées dans les villes polonaises libérées, notamment la commission historique juive centrale de Cracovie, agirent avec une extrême urgence afin de recueillir les dépositions alors que les souvenirs demeuraient encore récents et avant que les témoins ne se dispersent vers d'autres pays. Dans ce contexte, le livre de Raeder ne constitua pas une initiative isolée, mais s'inscrivit dans un vaste effort collectif de documentation réunissant des dizaines de survivants. La réception de cet effort au cours des décennies suivantes fut cependant inégale. Le livre fut publié en polonais en janvier 1946 et diffusé principalement auprès des organisations juives et des organismes chargés d'enquêter sur les crimes de guerre opérant dans la Pologne d'après-guerre. Le contexte politique de l'époque, marqué par la mise sous contrôle soviétique progressive du pays, compliqua la diffusion de documents importants pour la mémoire juive, mais que le nouveau régime ne souhaitait pas particulièrement promouvoir en dehors des milieux académiques ou judiciaires. En Israël, où Raeder émigra en 1950, l'attitude culturelle envers les survivants de la Shoah se révéla, durant ces premières années, bien plus complexe qu'on ne le reconnut longtemps officiellement. Le sionisme dominant de l'État naissant tendait à valoriser la figure du pionnier actif et du combattant plutôt que celle du survivant passif, et une tendance culturelle, jamais formulée explicitement mais perceptible, consistait à considérer l'extermination des Juifs d'Europe comme un passé qu'il convenait désormais de dépasser. Les survivants qui tentaient de raconter leur expérience se heurtaient souvent à des interlocuteurs qui ne souhaitaient pas les entendre ou ne savaient pas comment réagir. Ce climat changea radicalement avec le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem en 1961. Eichmann était le haut responsable des SS chargé de l'organisation logistique des déportations de Juifs vers les camps d'extermination à travers toute l'Europe.
Sa capture en Argentine par des agents du Mossad en 1960, puis son jugement en Israël, constituèrent le premier grand procès où les témoignages des survivants occupèrent une place centrale. Pour la première fois, devant un tribunal et sous l'œil des caméras de télévision, des dizaines de survivants racontèrent leur expérience devant un vaste public international. L'impact culturel fut immense. Le procès Eichmann marqua le moment où, pour toute une génération à travers le monde, la Shoah commença à être comprise à travers des récits à la première personne, porteurs de noms, de dates et de destins individuels, plutôt qu'à travers de simples statistiques ou des descriptions historiques abstraites. Pour Rudolf Raeder, qui vivait alors à Toronto sous le nom de Roman Robach, cette période coïncida avec les démarches entreprises afin qu'il témoigne devant les enquêteurs allemands chargés du dossier Beuschek. Aucun document n'indique qu'il suivit le procès Eichmann avec une attention particulière, ni qu'il participa à des activités publiques en rapport avec celui-ci. À cette époque, son univers était celui d'un homme âgé installé dans une ville nord-américaine, vivant avec sa seconde épouse après avoir survécu non seulement à Beuschek, mais aussi à la Pologne d'après-guerre, à Israël et désormais à l'existence d'immigrants au Canada. Ce qu'il fit, en revanche, fut de répondre présent chaque fois qu'on fit appel à lui. En 1960, il se rendit en Allemagne pour déposer devant le parquet de Munich. En 1965, il y retourna pour le procès lui-même. Au cours des dernières années connues de sa vie, il reçut également quelques chercheurs et journalistes venus jusqu'à Toronto pour l'interroger. Chacune de ces rencontres représentait un retour vers une mémoire qui devait être à la fois la plus vive et la plus insupportable de toutes celles qu'il portait en lui. Les psychologues ayant étudié les survivants de la Shoah ont abondamment décrit ce qu'ils appelèrent la culpabilité du survivant. Le sentiment de ne pas avoir le droit d'être encore vivant alors que tous les autres étaient morts. Chez certains, ce sentiment conduisit au silence et à l'isolement. Chez d'autres, il suscita un besoin permanent de témoigner comme moyen de justifier leur survie devant leur propre conscience. Le parcours de Raeder, marqué par plusieurs décennies de témoignages continus, laisse penser qu'il appartenait à cette seconde catégorie. Parler était pour lui une manière d'honorer la dette contractée envers les morts. Il convient également de souligner le rôle particulier de Zofia Schmidt dans son histoire, car elle incarne l'un de ces épisodes de la Shoah qui soulèvent des interrogations profondes sur les motivations de ceux qui choisirent de cacher des Juifs au péril de leur propre existence. Dans la Pologne occupée par les nazis, dissimuler un Juif était passible de la peine de mort, non seulement pour la personne qui l'abritait, mais aussi pour toute sa famille. La force dissuasive de cette menace fut telle que la plupart des Polonais ayant connaissance de Juifs cachés ne leur apportèrent aucune aide et, dans de nombreux cas, les dénoncèrent activement aux autorités. Zofia Schmidt fit exactement le contraire. Aucun document détaillé ne permet de connaître ses motivations, ses sentiments ou les circonstances précises dans lesquelles elle cacha Raeder pendant près de 2 ans. Son histoire est l'une de celles où une décision individuelle, probablement prise moins à partir d'un raisonnement philosophique élaboré que d'un mélange de loyauté personnelle et de courage humain, changea le destin d'une vie. Sans Schmidt, Raeder n'aurait pas survécu jusqu'en 1944. Sans Raeder vivant, le témoignage sur Beuschek aurait été considérablement plus fragmentaire. En 1985, l'État d'Israël reconnut Zofia Schmidt comme juste parmi les nations, titre décerné par Yad Vashem aux non-juifs ayant risqué leur vie pour sauver des juifs durant la Shoah. À cette date, Schmidt était déjà décédé, Raeder également. Mais cette reconnaissance finit par lui être accordée et son nom figure aujourd'hui dans les registres de Yad Vashem comme celui d'une personne qui choisit le danger plutôt que la sécurité lorsque ce choix eut véritablement un sens. La question de savoir comment Raeder conserva sa santé mentale durant les 3 mois passés à Beuschek et les presque 2 années de clandestinité à Lwów ne trouve aucune réponse directe dans ses témoignages. Ce que l'on peut néanmoins déduire, c'est que sa capacité d'observation, la même qui lui permit de mémoriser les noms des gardes et les procédures du camp, constitua un mécanisme lui permettant de prendre une certaine distance face à l'immédiateté de l'horreur. Mémoriser des faits suppose une séparation cognitive entre l'observateur et ce qu'il observe. Dans des circonstances ordinaires, cette séparation relève de l'analyse. Dans les conditions de Beuschek,
Elle représentait peut-être la différence entre demeurer fonctionnel et sombrer. La corroboration, Gerstein et les autres témoignages. La crédibilité du témoignage de Raeder ne reposait pas uniquement sur ses propres paroles, aussi détaillées et constantes fussent-elles au fil des décennies. Elle dépendait également de la mesure dans laquelle celle-ci pouvait être corroborée par d'autres sources indépendantes. L'une des confirmations les plus importantes vint d'un lieu inattendu. Le témoignage de Kurt Gerstein, officier des SS qui visita Baucek le 18 août 1942, durant la période où Raeder se trouvait dans le camp. Gerstein était ingénieur chimiste et présentait un profil psychologique inhabituel pour quelqu'un occupant une telle fonction. Il avait rejoint les SS en partie afin d'enquêter de l'intérieur sur les crimes qu'il soupçonnait d'être commis, dans l'intention d'en informer les puissances alliées et l'Église catholique. Sa visite à Baucek s'inscrivait dans cette démarche. Le rapport Gerstein, que Gerstein lui-même rédigea en plusieurs versions au cours des derniers mois de la guerre et qui fut présenté comme pièce à conviction lors des procès de Nuremberg, décrit avec précision l'arrivée d'un convoi à Baucek et le processus d'extermination. Le récit de Gerstein, rédigé du point de vue d'un observateur privilégié ayant accès à la direction du camp, concorde sur ces points essentiels avec celui de Raeder, observateur de l'intérieur. Ces deux sources, l'une émanant d'un auteur impliqué dans le système qui souhaitait laisser une trace de ce qu'il avait vu, l'autre d'une victime ayant survécu pour en témoigner, décrivent une même réalité sous des angles différents. Gerstein fut capturé par les forces françaises en mai 1945 et mourut dans des circonstances demeurées partiellement obscures dans une prison française en juillet de la même année, avant d'avoir pu témoigner au procès de Nuremberg. Son rapport fut néanmoins produit comme document lors de ces procédures et exerça une influence considérable dans l'établissement des faits concernant Baucek et les autres camps de l'opération Reinhard. L'association du témoignage de Raeder, du rapport Gerstein, des fragments de déclarations que Chaim Hirschman eut le temps de livrer, des rapports transmis dès 1942 par la résistance polonaise au gouvernement polonais en exil à Londres et de la documentation archéologique obtenue lors des fouilles de 1997 et 1998, constituent aujourd'hui le principal corpus de preuves relatif à Baucek. Aucune de ces sources n'est complète à elle seule. Chacune comble les lacunes laissées par les autres. Il en résulte une connaissance du camp qui, sans atteindre la densité documentaire d'Auschwitz avec ses archives partiellement conservées, demeure suffisamment solide pour établir avec certitude les faits fondamentaux. La dimension judiciaire de cet ensemble de preuves fut étudiée de manière plus systématique en Allemagne à partir des années 1960 grâce aux travaux de l'Office central chargé de l'enquête sur les crimes du national-socialisme fondé en 1958 à Ludwigsburg. Cet organisme enquêta durant des décennies sur les crimes de l'opération Reinhard et poursuivit plusieurs de leurs auteurs, bien que les résultats fussent jugés insuffisants par les historiens et les organisations de survivants au regard de l'ampleur des faits. Le principal problème juridique était le même que celui qui s'était déjà posé lors des procès de Nuremberg et qui demeurait imparfaitement résolu. Comment appliquer le droit pénal ordinaire à des crimes commis dans le cadre d'un État ayant érigé l'extermination en politique officielle? La doctrine de l'obéissance aux ordres supérieurs, formellement rejetée à Nuremberg, continuait néanmoins d'opérer de facto devant les tribunaux allemands des années 1960 comme circonstance atténuante, voire comme motif implicite d'exonération. Les accusés pouvaient soutenir qu'ils avaient agi au sein d'un système qu'ils n'avaient pas créé et qu'ils n'auraient pu quitter sans mettre leur propre vie en danger. Les juridictions acceptaient fréquemment cette argumentation, du moins dans une mesure suffisante pour réduire les peines à des niveaux manifestement disproportionnés par rapport aux crimes établis. Le procès de Baucek, qui se tint à Munich en 1965, demeure l'un des épisodes les plus frustrants de l'histoire judiciaire de la Shoah. Parmi les 8 anciens membres des SS poursuivis pour leur participation aux activités du camp, un seul, Joseph Oberhauser, fut condamné. Sa peine s'éleva à 4 ans et demi d'emprisonnement, dont il ne purgea qu'une partie en raison de son état de santé et du temps déjà passé en détention provisoire. Rudolf Raeder, devenu Roman Robak et installé à Toronto, se rendit en Allemagne afin de témoigner.
Ses déclarations devant le parquet en 1960, puis devant le tribunal en 1965, furent considérées comme l'élément central de l'accusation. Toutefois, le système judiciaire allemand de l'après-guerre imposait des exigences probatoires extraordinairement difficiles à satisfaire dans des affaires où la plupart des documents avaient été délibérément détruits et où presque tous les témoins avaient été assassinés. Les accusés affirmèrent avoir agi sur ordre, prétendirent ignorer l'ampleur réelle des opérations ou nièrent simplement toute participation directe à des actes de violence précis. L'issue du procès s'inscrivit dans une tendance plus générale observée dans les procédures allemandes des années 1960 relatives aux crimes de la Shoah. Peu de condamnations, des peines légères et la reconnaissance implicite que l'ampleur des crimes dépassait la capacité du droit pénal classique à y répondre de manière proportionnée. Cette insatisfaction alimenta, au cours des années suivantes, les débats sur la nécessité d'un droit pénal international plus robuste, débats qui aboutirent finalement à la création de la Cour pénale internationale en 1998. Pour Raeder, cette procédure judiciaire ne constitua qu'une étape supplémentaire dans un long parcours consacré au témoignage. Il avait déposé en 1944 devant les enquêteurs soviétiques, en 1946 devant les commissions polonaises, avait publié son livre cette même année, puis témoigné à nouveau en 1960 et en 1965. Chaque fois qu'on fit appel à lui, il répondit présent. La continuité de cet engagement, qui s'étendit sur plus de 20 ans entre sa libération et sa dernière déposition connue, révèle la nature de l'obligation morale qu'il éprouvait envers la mémoire de ce qui s'était produit. Les historiens ont également souligné un aspect particulièrement significatif de son parcours du point de vue de l'historiographie de la Shoah. La très longue période, durant laquelle son témoignage demeura pratiquement inconnu en dehors des milieux universitaires polonais et des organismes spécialisés dans l'enquête sur les crimes de guerre. Pendant les années 1950 et 1960, alors que Raeder menait une nouvelle existence à Toronto sous le nom de Roman Robak, Bełżec faisait l'objet d'études savantes mais demeurait presque absent de la culture populaire. Cet écart entre la connaissance spécialisée et la conscience publique ne relève pas du hasard. Il résulte en partie des asymétries du monde éditorial international qui privilégia durant des décennies les récits publiés en anglais ou en allemand au détriment de ceux rédigés en polonais ou en hébreu. Il s'explique également par l'absence d'images. Bełżec ne produisit pas les photographies de la libération qui contribuèrent à faire connaître Auschwitz. Car lorsque les soldats soviétiques arrivèrent sur place, il n'y avait plus rien à photographier. Enfin, il découle du fait que presque personne ne survécut pour raconter ce qui s'y était passé. L'histoire de Rudolf Raeder et celle de Bełżec soulèvent ainsi un ensemble de questions dont les réponses demeurent imprécises, voire inconnues, et qui constituent l'un des aspects les plus troublants de cet épisode historique. La première concerne le nombre exact des victimes. Les estimations varient dans une fourchette de près de 200 000 personnes selon les méthodes employées et les sources consultées. Cette variation ne résulte pas d'une imprécision historique ordinaire. Elle est la conséquence directe du succès partiel des nazis dans leur entreprise de destruction des archives. Les convois de déportés faisaient l'objet de registres qui furent, dans bien des cas, détruits ou jamais entièrement établis. Les journaux d'exploitation du camp furent brûlés. Les fosses ne portent aucun repère. Les archéologues qui fouillèrent le site entre 1997 et 1998 mirent au jour des éléments compatibles avec les estimations les plus élevées. Mais la nature du terrain ainsi que les exhumations massives effectuées par les SS empêchent toute quantification exacte. La deuxième question concerne le devenir de toute la documentation produite dans le cadre de l'opération Reinhard. Il est établi qu'une documentation administrative existait, registre de transport, rapport d'activité, correspondance entre les commandants des camps et les autorités de Berlin et de Cracovie. Une partie de ces documents fut saisie par les Alliés après la guerre et utilisée lors des procès de Nuremberg ainsi que dans les procédures ultérieures. Mais l'essentiel fut délibérément détruit par les nazis avant l'arrivée des forces alliées. Certains historiens estiment que des archives encore non répertoriées pourraient subsister dans les dépôts hérités de l'ancien bloc soviétique et apporter des éclaircissements supplémentaires sur le fonctionnement des 3 camps de l'opération Reinhard. L'accès à ces fonds demeura irrégulier pendant de longues décennies de guerre froide
avant de s'améliorer sensiblement après 1989, mais les recherches se poursuivent encore aujourd'hui. La troisième question porte sur le destin du personnel même du camp. Parmi les quelques 120 hommes qui firent fonctionner Beothsek durant ses 14 mois d'existence, la majorité ne fut jamais traduite en justice. Certains moururent au cours des derniers mois de la guerre ou peu après. D'autres reprirent une vie civile en Allemagne de l'Ouest, en Autriche ou au Brésil, sous une nouvelle identité ou simplement sans jamais être activement recherchés. Les pays germanophones ne renforcèrent véritablement leurs enquêtes sur les crimes de l'opération Reinhard qu'au milieu des années 1960, lorsque nombre de leurs auteurs étaient déjà âgés et que certains étaient décédés. La quatrième question, peut-être la plus singulière, est celle des raisons précises pour lesquelles Raeder survécut alors que les autres périrent. Il expliqua lui-même cette survie par son utilité technique, et les documents historiques corroborent cette affirmation dans la mesure où cela est vérifiable. Toutefois, un élément de hasard demeure irréductible dans son histoire. L'instant exact où le garde Trautwein s'assoupit ou détourna son attention, la distance qui le séparait alors de Raeder, la présence ou l'absence d'autres gardes dans son champ de vision immédiat, tous ces facteurs auraient pu être différents. Raeder en avait pleinement conscience. Jamais il ne présenta sa survie comme le fruit d'une vertu exceptionnelle ou d'une habileté particulière. Il la décrivit pour ce qu'elle était, une convergence de circonstances dont la plupart échappaient totalement à son contrôle. La cinquième question concerne ce que s'avèrent réellement et à quel moment les millions de Juifs du gouvernement général de Pologne déportés vers Beothsek. Les recherches historiques ont établi que la résistance polonaise transmit dès 1942 au gouvernement polonais en exil à Londres des rapports détaillés sur les opérations d'extermination. Ce gouvernement communiqua ensuite ces informations aux gouvernements alliés. En décembre 1942, ceux-ci publièrent une déclaration commune dénonçant l'extermination des Juifs d'Europe. Toutefois, les Juifs enfermés dans les ghettos avaient un accès extrêmement limité à ces renseignements. Les personnes arrivant à Beothsek par les convois de déportation ignorèrent généralement où elles étaient conduites et ce qui les attendait. Tout le système de tromperie, fondé sur les euphémismes du « réinstallation » et de la douche, avait précisément été conçu pour exploiter cette ignorance. Beothsek aujourd'hui est le poids d'une voix. Le site de Beothsek, dans le sud de la Pologne, est aujourd'hui un mémorial géré par le Musée national de Majdanek. Le complexe commémoratif inauguré en 2004 fut conçu par Andrzej Sowiga, Zdzisław Pidek et Marcin Roszczyk. Sa structure architecturale reflète la difficulté de trouver une forme visuelle pour un lieu dont aucune construction d'origine ne subsiste. Le résultat est un paysage transformé, une cicatrice topographique délibérément inscrite dans le terrain, traversée par une passerelle d'acier menant à une immense sculpture centrale et bordée de murs de pierre où sont gravés les noms des communautés détruites. Le musée adjacent retrace l'histoire du camp au moyen des ressources disponibles. Témoignages, cartes, photographies d'époque prises depuis l'extérieur du camp, documents administratifs partiellement conservés et fragments d'objets personnels découverts lors des fouilles archéologiques. L'absence de photographie de l'intérieur du camp pendant son fonctionnement est absolue. Il n'existe aucune image directe de ce qui se produisit à l'intérieur de Beothsek. Il n'y a que des mots. Les mots de Raeder. En 2007, lorsque la maison d'édition Psychology News publia la traduction anglaise du témoignage de Raeder dans le volume préparé par Mark Forstater, l'ouvrage trouva un nouveau public. Forstater, producteur de cinéma connu pour son travail dans l'industrie du divertissement, découvrit l'histoire de Beothsek au cours d'une recherche généalogique sur Internet qui lui fit comprendre que plusieurs de ses ancêtres avaient péri dans ce camp. La découverte du témoignage de Raeder dans la boutique d'un musée le conduisit à la conclusion que Raeder avait probablement transporté les corps de ses propres proches. Ce type de lien entre le présent et le passé de Beothsek, la prise de conscience que les descendants des victimes vivent parmi nous et que les familles de beaucoup d'entre eux furent anéanties dans ce camp précis, constitue peut-être l'argument le plus puissant pour que l'histoire de Raeder soit mieux connue. Non comme un simple exercice de mémoire abstraite, mais comme l'histoire concrète de personnes précises, avec leurs noms, leurs adresses, leurs métiers et leurs familles. Rudolf Raeder était fabricant de savon à Lwów. Il avait 61 ans lorsqu'il arriva à Beothsek.
Il perdit sa première épouse, son fils et probablement toutes ses filles dans la machine exterminatrice. Il survécut grâce à sa connaissance technique des chaudières et au sommeil d'un garde. Il rédigea 74 pages sur ce qu'il avait vu parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Il témoigna devant 5 instances judiciaires ou d'enquêtes différentes pendant plus de 2 décennies. Il mourut à Toronto à l'âge de 96 ans, sous un nom différent de celui qu'il avait porté toute sa vie. Pour comprendre l'ampleur de ce que Baužek détruisit, il est nécessaire d'avoir une idée de ce qu'était la vie juive en Galicie avant l'arrivée des nazis. Raeder n'était pas un homme sorti de nulle part. Il était le produit d'une communauté riche de plusieurs siècles d'histoire qui avait développé une culture d'une extraordinaire richesse et qui fut presque entièrement effacée en un peu plus de 2 ans. La Galicie historique, région aujourd'hui partagée entre le sud-est de la Pologne et l'ouest de l'Ukraine, fut pendant des siècles l'un des principaux centres de la vie juive en Europe. Les communautés juives de cette région remontaient au Moyen Âge et prospérèrent sous l'Empire austro-hongrois, lorsque la Constitution de 1867 accorda l'égalité juridique aux Juifs. Des villes comme Lwów, Cracovie, Przemyśl, Drohobycz, ainsi que des centaines de bourgs et de villages plus modestes, comptaient d'importantes populations juives qui participaient activement à la vie économique, culturelle et intellectuelle de la région. La culture juive galicienne constituait une synthèse particulière entre le hassidisme et la modernité séculière, entre le yiddish et l'hébreu, entre la tradition religieuse et les Lumières. C'était la culture qui avait donné naissance à des écrivains comme Sholem Aleichem, à des philosophes comme Martin Buber, à des figures du sionisme et du socialisme juif. C'était aussi la culture des artisans, des commerçants, des médecins, des professeurs, des fabricants de savon comme Rudolf Raeder, qui formaient le tissu quotidien de la vie dans ces villes et ces villages. Lorsque les nazis arrivèrent dans le gouvernement général de Pologne et commencèrent les déportations vers Baužek et les autres camps d'extermination de l'opération Reinhard, la communauté juive de Galicie fut pratiquement anéantie au cours de l'année 1942. Les déportations depuis Lwów commencèrent en mars 1942, à peine 2 semaines après l'ouverture de Baužek. Dès l'été de cette année-là, une part immense de la population juive des principales villes galiciennes avait été déportée puis assassinée. Le ghetto de Lwów, qui avait abrité plus de 120 000 personnes à son apogée, fut définitivement liquidé en juin 1943, ses derniers habitants étant envoyés à Baužek et au camp de concentration de Janowska. Cette destruction fut si complète et si rapide qu'elle demeure difficile à appréhender, même d'un point de vue démographique. Des centaines de communautés ayant existé pendant des siècles disparurent en quelques mois. Les cimetières furent détruits ou abandonnés. Les synagogues furent incendiées ou transformées en entrepôts. Les registres communautaires, les livres de famille, les archives des organisations juives, tout fut détruit, pillé ou dispersé. En Galicie, la Shoah ne se limita pas au meurtre des personnes. Elle consista aussi en l'effacement systématique des traces même de leur existence. Dans ce contexte, le témoignage de Raeder revêt une signification qui dépasse la simple description de la mécanique de l'extermination. Il est aussi celui d'un homme qui avait vécu au cœur de cette culture, qui la perdit en même temps que sa famille et qui la porta en lui comme une part indissociable de son identité. La fabrique de savon de la rue Pańska, les compétences techniques qui le maintinrent en vie, la relation avec Zofia Schmidt. Tout cela était le fruit d'une existence construite à Lwów pendant des décennies au sein de cette communauté qui cessa d'exister tandis qu'il était enfermé à Baužek. L'anéantissement des Juifs de Galicie fut, en termes proportionnels, l'un des plus complets de toute l'Europe occupée. On estime qu'avant la guerre, environ 600 000 Juifs vivaient dans cette région. Seuls quelques dizaines de milliers survécurent à la Shoah, principalement ceux qui avaient réussi à fuir vers l'intérieur de l'Union soviétique avant l'arrivée des troupes allemandes, ceux qui avaient rejoint les mouvements partisans ou ceux qui étaient parvenus à se cacher pendant des années dans des conditions comparables à celles de Raeder. Ceux qui restèrent dans les ghettos, ceux qui crurent aux promesses selon lesquelles les déportations menaient vers des camps de travail, ceux qui n'avaient aucun moyen de s'enfuir ou de se dissimuler. L'écrasante majorité fut déportée à Baužek. Voilà la réalité humaine qui se cache derrière le nombre des victimes attribuées au camp. Il ne s'agit pas de chiffres abstraits, mais de l'équivalent de villes entières, de générations complètes de familles,
d'un mode de vie qui cessa tout simplement d'exister. Il existe un passage du témoignage de Raeder qui résume, avec la concision que seule permet une telle expérience, ce que signifiait avoir vécu à Béoujek. Ce n'est pas un passage d'émotions débordantes ni de grandiloquence. C'est un passage constitué d'informations pures, énoncées sur le ton de quelqu'un qui sait que ce qu'il raconte paraît invraisemblable et qui, pour cette raison même, s'efforce de le dire avec la plus grande précision possible. Raeder décrit le moment où les portes extérieures des chambres à gaz étaient ouvertes après chaque opération et où lui-même, ainsi que les autres membres du Sonderkommando, entraient pour retirer les corps. Il décrit l'aspect des cadavres, la manière dont ils étaient retrouvés, le processus de leur évacuation. Il n'ajoute aucun commentaire. Il n'interpose aucune interprétation entre les faits et leur description. Il établit un rapport. Cette sobriété narrative n'est pas de la froideur. Elle constitue la forme la plus extrême du témoignage. Dire exactement ce qui fut vu sans atténuation ni amplification, en sachant que les faits sont déjà, par eux-mêmes, accablants. Au cours de l'une des nombreuses interviews qu'il accorda à des chercheurs au fil des années, Raeder déclara qu'à Béoujek, il avait appris que le silence était une forme de complicité. Ne pas dire ce qui s'était produit revenait, selon lui, à permettre que cela se soit produit sans conséquence. C'est pourquoi il parla, année après année, devant des commissions, des procureurs, des journalistes et des étudiants, jusqu'à ce qu'il ne lui soit plus possible de le faire. Il convient aussi de prêter attention au fait que Raeder publia son livre sous son véritable nom, Rudolf Raeder, mais adopta en 1949 le nom de Roman Robak lorsqu'il émigra en Israël. Le choix d'un nouveau nom n'était pas inhabituel parmi les survivants juifs d'Europe orientale qui reconstruisaient leur existence après la guerre. C'était une manière de séparer le passé du présent, de créer une identité nouvelle qui ne porterait pas constamment le poids de ce qui s'était produit. Mais Raeder n'abandonna jamais son témoignage lorsqu'il prit cette nouvelle identité. Il demeura celui qui avait écrit Béoujek, celui qui comparaissait devant les commissions d'enquête, celui qui se rendait en Allemagne pour déposer lors des procès. Le nom avait changé, l'obligation, elle, demeurait inchangée. Il est difficile de déterminer avec certitude ce que Raeder savait de la destruction de Béoujek pendant les mois où il resta caché à Lwouf. Certains des événements les plus importants de l'histoire du camp eurent lieu alors qu'il vivait dans la clandestinité. Les exhumations massives à partir d'octobre 1942, le démantèlement du camp au printemps 1943, l'exécution des derniers travailleurs en juin 1943. Il est possible que Schmitt lui ait transmis des informations fragmentaires. Il est possible qu'il ait appris que le camp où il avait passé 3 mois avait cessé d'exister, que les gardes qu'il avait surveillés s'étaient dispersés et que le terrain était déjà transformé en autre chose. S'il en eut connaissance, il ne l'exprima jamais dans ses témoignages en termes de signification personnelle. Ce qu'il exprima en revanche, à de multiples reprises et sous des formes légèrement différentes mais toujours avec le même noyau essentiel, fut la description des procédures du camp. Les questions des procureurs allemands en 1960 et en 1965, celles des enquêteurs polonais en 1946, celles des journalistes et des historiens par la suite portaient toujours sur les mêmes détails. Combien de personnes tenaient dans chaque chambre? Combien de temps durait le processus? À quoi ressemblait le bâtiment? À quelle distance les fosses se trouvaient-elles des chambres à gaz? Et Raeder répondait inlassablement avec la même précision qu'il avait conservée pendant des décennies. Cette persistance de la mémoire dans les détails techniques et spatiaux correspond à ce que les chercheurs sur la mémoire traumatique ont observé. La mémoire épisodique des événements traumatiques conserve souvent des détails sensoriels et spatiaux avec une netteté qui contraste avec le caractère flou d'autres souvenirs. Les odeurs, les sons, les dimensions des lieux, ce type d'information tend à s'imprimer avec une précision inhabituelle dans les situations de danger extrême, probablement en raison des mécanismes d'activation du système nerveux autonome qui accompagnent une menace réelle. Raeder se souvenait exactement de la largeur du couloir du bâtiment des chambres à gaz. Il se rappelait combien de personnes pouvaient tenir debout dans chaque chambre. Il se souvenait des noms des gardes et de leur apparence physique. Il se rappelait l'emplacement du moteur et des conduites. Entre les lèvres de n'importe quel autre survivant d'un autre camp, ces informations auraient déjà été précieuses. Dans la bouche du seul survivant de Béoujek présent durant le fonctionnement effectif du camp, elles étaient irremplaçables.
L'impossibilité de voir apparaître d'autres témoignages directs sur Beothsek n'est pas contingente, elle est absolue. Il n'existe pas d'autres raids, aucun ensemble caché de voix attendant d'être découvert. Tout ce que l'on sait de l'intérieur de ce camp pendant son activité provient d'un unique témoin oculaire qui put livrer un récit cohérent et systématique. Tout le reste relève de l'inférence, de l'archéologie, de la documentation indirecte et du silence des morts. Le camp de Beothsek fonctionna pendant 14 mois. Il tua entre 430 000 et 600 000 personnes. L'histoire de son fonctionnement parvint au monde grâce à 74 pages rédigées par un homme de 64 ans en 1946, dans une Pologne dévastée par la guerre, avec l'aide d'une collaboratrice qui prenait des notes pendant qu'il parlait. 50 ans plus tard, la première enquête archéologique systématique menée sur le site en 1997 confirma les principaux détails de ce récit. Les analyses du sol confirmèrent l'emplacement des fosses. Les fragments découverts lors des fouilles confirmèrent les dates et la nature des opérations. La science médico-légale, arrivée un demi-siècle plus tard, affirma la même chose que Rudolf Raeder avait dite en 1946. Ces pages sont tout ce qui est resté.